efficace. Alors, je suis un peu gêné de vous dire ça parce que comme je vais être sans doute celui qui va parler le plus ce soir, je vais essayer aussi de m'appliquer ce que je vous demande dans ce cadre-là. Avant de rentrer dans la réunion, je vous propose de citer tous ceux qui participent à notre réunion pour que vous ayez les uns et les autres connaissance de l'intégralité du tour de table, si je puis dire. Je vais commencer par citer ceux qui sont autour de la table dans la salle du conseil municipal et j'en viendrai ensuite à citer ceux qui sont en liaison audio ou visio. Alors, sont avec nous Éric Laurent, Martine Cabalol, Richard Bouvier, Fabienne Astier, Philippe Soublin, Marie-Christine Bermond, Isabelle Artusi, Aïcha Desmonaz, Jean-Charles Massiago, Frédéric Quéru, Guillaume Crusset, Jessica Hubertali, Martine Lechalard. Voilà pour ceux qui sont des élus en présentiel. Je vous cite également les services qui sont avec nous pour assister à cette réunion. Dominique Assier, en sa qualité de DGS. Sylvain Torchot, si ça ne marche pas, la technique, c'est à cause de lui. Voilà, les choses sont dites. Aurélie Manelli, pour la poursuite et la communication autour de ce que l'on fait ce soir. Et Nathalie Huyot, alors pour certains d'entre vous, vous la découvrez. Nathalie est en charge des assemblées dans cette maison. Et donc, c'est elle que vous aurez l'occasion, que vous avez eu l'occasion de voir ou que vous aurez l'occasion de voir au fil de nos conseils municipaux, puisqu'elle en assure le suivi. Sont avec nous par audio ou visio Philippe Nivelle. Alors Philippe, toi tu es en audio, donc si tu veux prendre la parole, je ne sais pas si tu as accès au chat, je te propose de nous envoyer un texto dans ce cas-là à l'un de ceux qui sont ici pour qu'on puisse porter ta parole. Belinda Martin, Bylène Toscane, Claude Jolet, Daniel Gauthier, Akima Dujardin, Florence Carpetta, Serge G, Jean-Pierre Gabillot, Chantal Martin, Philippe Mosca, Noir Kismoun, Suzanne Dilek, Véronique Bertin et Viviane Nogues. Voilà pour ceux qui sont avec nous cet après-midi. Alors, on va rentrer un peu dans les sujets que je souhaite évoquer et le temps, je dirais, plus important de notre rencontre. La dernière fois que nous avons réuni un conseil municipal, c'était le 27 février. À cette époque-là, nous n'imaginions pas que le 6 mai, au moment où on allait s'exprimer ce soir, nous n'aurions toujours pas de conseil municipal installé et que nous n'aurions pas tenu depuis une instance dans les formes les plus classiques. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, avec notamment des événements douloureux et comme nous n'avons pas eu l'occasion de réunir d'instance depuis, je vous propose que nous ayons une pensée pour Mireille Bert, une pensée pour l'ensemble des familles qui ont été touchées par l'épidémie du coronavirus et notamment à destination de notre collègue Serge G. Je vous remercie. La réunion que nous réunissons aujourd'hui a un caractère qui est informel. Et d'ailleurs, nous ne serons pas dans une instance de décision. On est réunis pour un moment d'information et pour un moment d'échange. C'est pour ça que je vous disais que la parole était libre et qu'il fallait que chacun puisse s'exprimer. La réunion dans laquelle nous sommes maintenant répond aussi d'un certain nombre de règles qui ont été assouplies dans cette période de confinement pour permettre à nos institutions de continuer de fonctionner et à un certain nombre de décisions d'être prises. Ainsi, il y a une ordonnance qui date du 1er avril qui a défini que les compétences étaient élargies, que désormais nous n'étions plus forcément dans une instance où il convenait de délibérer, mais en revanche d'informer, et je le ferai dans quelques instants devant vous. Le calendrier qui est normalement défini, qui impose de retrouver des instances de décision de manière régulière est totalement desserré.
Les conseils municipaux qui sont actuellement installés, les conseillers qui sont en place, devraient voir une fin de leur mission au plus tard à la fin du mois de juin. Et vous le savez, nous attendons désormais le 23 mai pour que le gouvernement nous donne des informations sur la manière avec laquelle nos conseils municipaux, nos conseils communautaires vont pouvoir s'installer. Sur notre territoire de Cœur de Tarentaise, les 6 communes de Cœur de Tarentaise ont pu élire leurs assemblées dès le 15 mars. Il n'y aura donc qu'un seul tour et nous pourrons installer notre conseil communautaire vraisemblablement courant juin, avant l'été. Pour les communes et pour les communautés de communes où il y aura un deuxième tour, vous l'avez compris, tout ça est beaucoup plus complexe. D'abord, il convient d'attendre le 23 mai pour avoir des éclairages, et il est fort probable que là où il y a 2 tours, les choses seront rejouées, si je puis dire, entre le 27 septembre et le 4 octobre prochain. En tous les cas, il faut attendre désormais ce moment. Si on regarde les délégations qui ont été portées de manière complémentaire par l'ordonnance du 1er avril, il est permis donc au maire de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, d'intervenir sur les droits et tarifs avec les modulations qui pourraient résulter dans ce cadre, de prendre des décisions pour des marchés et des accords cadres, ainsi que des décisions pour les avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Je vous rappelle que nous avons voté le budget de notre commune en ce début d'année 2020, ce qui ne pose donc pas de difficulté. D'accepter, mais je vous le dis, ça n'est pas le cas, les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires d'avocats, notaires, huissiers, de justice et les experts, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, de donner l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention qui est prévue dans le cadre du Code de l'urbanisme pour qu'un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement, de réaliser des lignes de trésorerie dans un cadre qui est naturellement borné, d'exercer ou de déléguer au nom de la commune le droit de préemption tel qu'il est défini dans le Code de l'urbanisme, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité ou de déléguer l'exercice de ce droit de priorité dans le cadre toujours du Code de l'urbanisme, de prendre des décisions dans le cadre du Code du patrimoine pour réaliser des diagnostics d'archéologie préventive qui seraient prescrits pour des opérations d'aménagement ou des travaux sur le territoire communal, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement à l'adhésion de certaines associations dont la collectivité est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, de procéder au dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune et dans le cadre de la loi la protection des occupants de locaux à usage d'habitation et enfin d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique dans le cadre du Code de l'environnement. Voilà, il me semblait utile dans ce premier temps de notre rencontre de vous rappeler cette ordonnance du 1er avril et les conditions dans lesquelles nous nous réunissons ce soir pour rappeler que nous ne sommes pas dans un cadre formel. Pour autant, nous avons fait le choix d'organiser cette rencontre en laissant un accès pour ceux qui le souhaiteraient, notamment au cadre de la collectivité, par un lien de streaming directement sur nos travaux et donc des travaux qui sont visibles et enregistrés. Je tenais à vous le faire savoir dans le respect des règles et droits de chacun. On a, dans cette période particulière, pu gagner du temps par rapport à d'autres collectivités parce qu'il y a eu de l'anticipation. L'anticipation à laquelle je fais référence, c'est celle que nous avions mis en œuvre dès 2015-2016
pour dématérialiser l'ensemble de l'activité de notre collectivité. Nous sommes partenaires de Google avec l'ensemble des applications qui sont mises en œuvre. Ce qui fait que le 17 mars, le 16 mars, les agents sont partis de la mairie avec leur poste de travail sans que nous ayons eu besoin d'organiser plus de protocoles. L'accès à l'ensemble des documents est possible pour nos agents et pour ceux qui ont accès sur notre serveur dématérialisé à l'ensemble des documents, à l'ensemble des projets et à tout ce qui fait la vie de la collectivité. De la même manière que les rencontres que nous organisons en visio sont une application de ce que nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années déjà. Et donc, cette anticipation par rapport à d'autres collectivités nous a permis de gagner un temps précieux et de ne pas avoir de rupture dans le fonctionnement de la mairie de Moutier. Je vais vous donner maintenant l'information de quelques décisions qui ont été prises dans le cadre de ce qui était possible de prendre au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et donc, je vous donne ici connaissance des décisions qui ont été prises dans le cadre de cet article L2122-22, complété par l'ordonnance du 1er avril. Une décision, elle était antérieure du 11 décembre 2019, concernant une convention de mise à disposition de locaux qui a été passée avec l'association au centre des montagnes, d'animation au centre des montagnes, pour des chiffres et des lettres notamment. Décision du 8 janvier 2020, toujours convention avec l'AACM, cette fois pour le club d'échecs. Décision le 5 mars 2020 pour la participation des communes extérieures aux frais de scolarité pour l'année scolaire 2019-2020. Décision du 11 mars 2020 pour une convention d'occupation d'un local passé avec la fondation OVE ITEP Albertville, s'agissant d'un accompagnement d'élèves de notre commune. Décision du 27 avril 2020 pour solliciter des subventions au titre de l'année 2020 dans le cadre de la DECIL, qui est la dotation de l'État qui nous permet d'accompagner les investissements locaux. Décision du 27 avril 2020 visant à solliciter des subventions 2020 au titre du FDEC, le Fonds départemental d'équipement des communes, qui est un fonds servi et opéré par le département de la Savoie. Quel est maintenant le calendrier qui s'offre à nous et qui va rythmer les quelques mois qui viennent? Tout d'abord, je reviens sur le 17 mars qui a été le début du confinement. Le 11 mai, qui sera la première phase du déconfinement, et nous attendons demain la carte avec les couleurs vertes et rouges qui teintent les départements avec les facilités de déconfinement qui vont être données. Il est fort à parier, en tous les cas, je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, comme chacun d'entre vous, que la Savoie soit un département vert. Les derniers chiffres, les derniers indicateurs, et globalement ce que nous avons connu depuis le confinement, devrait être de nature à nous permettre de passer en vert. Nous en aurons la confirmation demain. Le 23 mai, je l'évoquais il y a quelques instants, nous aurons les précisions du gouvernement concernant l'installation des exécutifs locaux et le temps d'élection pour les communes où il y a un deuxième tour. Nous attendons également qu'il y ait des précisions, confirmations ou modifications concernant les élections qui sont à venir devant nous. Je pense notamment aux élections sénatoriales qui étaient prévues à l'automne 2020 et qui pourraient se trouver bousculées si les élections des communes qui n'ont pas pu élire au premier tour devaient se faire à l'automne, puisque logiquement, l'élection des sénateurs, sénatrices, doit se faire lorsque le corps électoral aura été modifié. Or, les communes qui supposent un deuxième tour n'auront pas pu désigner leurs grands électeurs et donc le corps électoral n'aura pas été modifié. Donc, on attend là ici des précisions. De la même manière,
que nous attendons des précisions concernant les départementales et les régionales qui sont prévues normalement en mars 2021 et pour lesquelles quelques incertitudes planent si le calendrier doit être d'ores et déjà modifié par ailleurs, en référence évidemment au sénatorial. Le 2 juin, nous entrerons normalement en phase 2 du déconfinement et nous attendons cette date du 2 juin pour connaître le sort réservé aux bars et aux restaurants. C'est un sujet qui est majeur puisque ça entraîne un pan important de l'activité dans notre pays. Et enfin, le 24 juillet, qui est pour l'instant la date annoncée de la fin de l'état d'urgence sanitaire. On est évidemment là dans l'expectative parce que si les indicateurs devaient redevenir moins favorables, si nous devions constater à un moment donné l'arrivée d'une deuxième vague, eh bien, cela aurait une incidence directe sur la fin de cet état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a à ce stade des précisions à apporter sur le cadre général avant que j'en vienne à la manière avec laquelle nous avons abordé la crise au sein de la collectivité depuis le 17 mars, d'une part, et que nous puissions évoquer aussi la manière avec laquelle tout cela va se comporter dans la période post-11 mai. Est-ce que vous avez des remarques ou des demandes de prise de parole souhaitées? Je n'en vois pas. Et je vous propose donc que nous poursuivons notre rencontre. Alors, quelles ont été les mesures qui ont été prises depuis le 17 mars dernier? Et je vais donc vous informer et vous rendre compte de la manière avec laquelle nous avons travaillé. Il y a d'abord plusieurs principes qui ont prévalu à la mise en œuvre de l'action. Le premier principe, c'est celui de la poursuite du service public. Le second, c'est le principe de soutien aux plus fragiles. Également, un principe de respect des gestes barrières et de protection des personnes pour limiter la propagation du virus. Et enfin, un principe de vigilance de toutes les situations, que ce soit des situations de difficultés intrafamiliales, que ce soit des difficultés comportementales constatées sur l'espace public, que ce soit aussi une vigilance de la manière avec laquelle évoluer notre tissu économique. De là, je vais maintenant vous donner thème par thème l'organisation et l'action qui a été menée. Tout d'abord, au niveau de l'organisation de nos services en interne, collectivité mairie de Moutier. Nous avons, dès le 13 mars, c'est-à-dire le 12 mars, par anticipation du confinement, engagé des premiers temps de visio avec des services qui n'étaient pas situés sur notre territoire. Et on a défini des premières règles à ce moment-là, et nous étions donc en anticipation du premier tour des élections municipales. Ce qui nous a permis, dès le 17 mars, d'être dans une organisation d'une visio quotidienne, et qui se poursuit encore aujourd'hui, 5 jours par semaine, voire 6 jours par semaine, un point d'étape avec l'ensemble des cadres de la collectivité, et d'ailleurs, de manière associée, avec les cadres de la collectivité communauté de communes. Nous avons fait le choix de décloisonner nos organisations entre les deux collectivités pour avoir une réponse la plus adaptée sur l'ensemble de notre territoire. On a mis en œuvre le télétravail, on a mis en œuvre les autorisations spéciales d'absence pour répondre de certaines situations, et nous avons organisé une première fois il y a une dizaine de jours et une prochaine fois dans les jours à venir, semaines à venir, un CHSCT, Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, pour entendre les agents qui sont en service, appréhender les situations difficiles qui pourraient se présenter et adapter les postures pour s'assurer du respect des règles de protection. Nous avons eu, avec nos services, un principe qui a été celui de la continuité des missions,
avec des agents qui ne sont pas mis en danger. Alors, quelles sont les missions que nous avons assurées? Tout d'abord, l'accueil des enfants de soignants. C'est une mission essentielle que nous avons assurée pour notre territoire de la commune de Moutier, naturellement, mais aussi pour un territoire plus large, dans le cadre d'une concertation menée avec les communes voisines et avec l'inspecteur de l'éducation nationale. Je tiens à préciser que cette mission d'accueil des enfants de soignants devait être d'abord une mission portée par l'éducation nationale. Nous avons, d'un commun accord, apporté un soutien dans ce cadre avec les services de la ville en période de scolarité, c'est-à-dire jusqu'aux vacances de printemps, et pendant les vacances, un accompagnement qui s'est fait également avec les agents de la politique enfance et jeunesse de la communauté de communes. Il n'y a donc pas eu de rupture dans l'accompagnement des enfants de soignants et services de sécurité. Deuxième mission, qui a été l'accueil à la mairie. Nous avons fait le choix, qui est loin d'être une généralité sur le territoire, de maintenir un accueil de la mairie ouvert à tous les publics. Considérant que lorsque nous sommes perdus, lorsqu'on a une question, lorsqu'on n'a pas Internet, etc., eh bien, c'est à l'accueil de la mairie qu'on peut trouver le refuge qui ne répond pas de tout, mais qui pourra mettre en contact ou assurer la réponse. Nous avons reçu des demandes d'ordre très divers et je crois que nous n'avons laissé personne sur le bord du chemin avec une difficulté. De la même manière, nous avons assuré une continuité de nos missions, un peu moins sur les actes d'état civil, puisque c'est une demande de l'État de ne plus assurer de ce côté-là, et que de toute façon, étant confinés, les habitantes et les habitants n'avaient pas besoin de titre puisqu'ils étaient chez eux, et nous ne regardions que les situations d'urgence, ce qui supposait du coup un départ à organiser. Nous avons assuré aussi les missions d'urbanisme, je tiens à le dire, c'est très important. Déclaration d'intention d'aliéner, permis de construire, déclaration préalable, ont continué d'être enregistrées, instruites, traitées, d'ailleurs en lien avec le service instructeur. Nous avons dans nos missions aussi apporté un soutien aux plus fragiles. Nous avons apporté des missions de sécurité. Nous avons apporté des missions de service technique avec très peu d'évolution finalement dans le fonctionnement du service. D'ailleurs, par anticipation, les services techniques ont repris à temps plein leurs activités, 37 heures par semaine, depuis le 4 mai dernier. Et nous avons, avant le 4 mai, poursuivi nos missions d'entretien de l'espace public, de nettoyage, de désinfection, naturellement, d'autant d'espace qu'il était nécessaire de le faire. Nous avons continué d'assurer aussi les missions de communication et des messages qu'il convenait de passer. Sur le soutien aux autres, plusieurs sujets ont jalonné cette thématique, avec tout d'abord de l'aide. Alors, je dis tout d'abord, ce n'est pas un ordre de priorité, il trouve que c'est dans cet ordre-là où je les ai recensés. Donc, tout d'abord, de l'aide alimentaire. Alors, c'est une mission qui n'est évidemment pas dans les missions qui nous sont assignées au titre de nos compétences, qui repose d'ailleurs au passage la question du CIAS et du CCAS. Nous sommes intervenus en dehors du cadre des compétences qui sont les nôtres. Pourquoi? Eh bien, parce que ceux qui assurent d'habitude ces missions étaient empêchés, soit d'un côté parce qu'il y avait du télétravail auprès de certains agents, soit parce que les associations qui pouvaient assurer, je pense notamment au Resto du Cœur, eh bien, nous étions avec des bénévoles qui étaient publics fragiles, qui a donc été en repli chez soi en termes de confinement. Et c'est donc dans ce cadre que nous sommes intervenus pour prendre le relais. Et je le dis parce que je sais que c'est une des questions que Daniel Gauthier, notamment, m'avait posée. Ce travail que nous avons fait, il a été mené de manière tout à fait partenariale avec les Restos du Cœur en tant que tels, bien évidemment, mais avec plus globalement
mais avec plus globalement aussi l'ensemble des travailleurs sociaux et des services du département. C'est essentiel que de le rappeler. Nous n'avons pas fait ce travail-là de manière désordonnée et sans concertation. Mais il est évident que nous avons eu raison de le faire. Ce sont, je le dis au passage, 102 familles qui ont été accompagnées pendant cette période, et ce sont aussi les personnes du centre provisoire d'hébergement qui ont été soutenues dans le cadre de ce service. L'alimentaire qui a été distribué ne s'est pas fait dans le cadre aussi strict que celui d'habitude, avec une enquête sociale préalable. Nous l'avons fait en réponse à des besoins, pas en réponse à l'examen de situations particulières, je vous le dis ici. S'agissant des aliments qui ont été distribués, ils sont d'abord le fait de dotations des Restos du Cœur, qui ont assuré plusieurs livraisons dans nos organisations, en lien, je crois, avec la Banque alimentaire. Nous avons pu bénéficier aussi de dons d'acteurs économiques qui ont souhaité participer à cet effort de solidarité, soit d'éléments qui restaient dans les frigos, si je puis dire, soit de produits qui ont été élaborés spécifiquement pour cette cause de l'aide alimentaire. Et je veux remercier aussi les associations, notamment la Table Servie, qui sont intervenues à plusieurs reprises pour apporter en complément de ce que nous recevions par, je dirais, le schéma classique de l'aide alimentaire. Nous avons aussi eu un accompagnement des personnes qualifiées comme étant fragiles. Cet accompagnement, il s'est fait au téléphone, il s'est fait aussi par visite lorsque cela a été nécessaire. Les appels sont des appels réguliers, plusieurs fois par semaine, auprès d'un fichier qui aujourd'hui, personnes fragiles, d'une quarantaine de personnes. Au départ, une cinquantaine de personnes. Au départ, nous étions sur la liste assez réduite de quelques personnes de ce qu'on appelle la liste canicule, les personnes qu'on appelle lorsqu'on a des chaleurs importantes et qui durent. Et ce fichier s'est enrichi au fil du temps, soit avec des familles qui ont été touchées dans notre commune, sur notre territoire, par l'épidémie, soit d'autres personnes que nous n'avions pas en identification et qui ont été ajoutées. Ces différents sujets d'aide aux autres a été relayé par la presse, par, je dirais aussi, un certain nombre de travailleurs sociaux qui sont au contact, et c'est ce qui a permis de faire évoluer la liste. On a aussi apporté de la mise en relation avec ces personnes fragiles, avec de la livraison alimentaire, avec des réponses parfois techniques sur des sujets qui se posaient à eux. On a, dans l'aide aux autres, accompagné aussi une offre de logement, parce que notre commune de Moutier, dans sa situation très stratégique, a évidemment été le réceptacle de saisonniers qui ne pouvaient plus rester en station parce que leur logement était récupéré, parce qu'il y avait du désaccord avec d'autres colocataires, etc., etc. Et nous avons donc, dans ce cadre-là, dû assurer des logements d'urgence, mais que nous avons fait dans le cadre d'un partenariat complémentaire au sein de la résidence de logement saisonnier que nous portons avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise. Le principe, il a été d'accompagner, mais aussi de donner des rayons de soleil. Et je veux ici citer les différentes initiatives qui ont été menées en direction des soignants, en direction des EHPAD, en direction des services de soins, avec Jean-Charles Desfleurs, le 1er mai, avec des signes de dessin, de rayons de soleil, de sourires qui pouvaient être apportés dans les établissements. Et je garde, sans être exhaustif de mon propos, évidemment, un instant pour vous parler du repas qui a été ici organisé dans la salle des fêtes et servi aux soignants, qui a été un moment très fort de la période que nous avons eu à connaître, puisque c'est autour du chef étoilé Stéphane Buron et d'élèves
du lycée, accompagnés par leur professeur Loïc Della-Barba, que 150 repas ont été confectionnés ici et servis ensuite aux soignants. Je peux vous dire, croyez-moi, au moins là-dessus, que c'est un sujet qui a été très fortement apprécié et il faut féliciter les différents acteurs qui ont contribué à cette réussite. Le deuxième thème sur lequel nous sommes intervenus, c'est de protéger. Quand on est dans une épidémie, il faut donner les moyens à tous de pouvoir se protéger contre cette épidémie et ne pas, je dirais, empêcher que le virus nous traverse, parce qu'on sait que si on ne veut pas la deuxième vague, il faut à un moment donné qu'il puisse être passé, mais plutôt donner les conditions qui permettent de faire face. Dans ce cadre-là, il y a eu de la vigilance d'abord de la police municipale, ce qui me donne l'occasion de la remercier ici, avec une présence très forte sur le terrain. Sans doute les avez-vous vus, si vous êtes sortis ou par vos fenêtres, avec cette forte présence sur le terrain, d'abord pour donner du conseil. Nous avons eu à contrôler, à conseiller jusqu'à 150 personnes par jour sur l'espace public. Les premiers jours du confinement, ça a été pour rappeler à l'ordre, je dirais, sur les attestations et sur les règles. Et puis, les choses se sont faites au fil de l'eau, avec moins de contrôles rendus nécessaires et moins de conseils qui étaient attendus. C'est une bonne chose parce que les missions ont évolué avec une vigilance autour des situations particulières. Et je dirais qu'on a mené, ils ont mené, dans ce cadre-là, en lien d'ailleurs avec la brigade territoriale, Philippe, une surveillance bienveillante. C'est comme ça que j'ai envie de la qualifier. Parce que le confinement, lorsqu'il dure quelques jours, ce n'est pas très important en termes de retentissement sur les organismes et le psychisme individuel. En revanche, quand il doit être durable, ce confinement, ce qui est le cas dans la situation que nous rencontrons, il y a des situations particulières qui se profilent. Il peut y avoir des violences, il peut y avoir des comportements excessifs sur l'espace public. Eh bien, c'est là où il a fallu avoir cette surveillance bienveillante pour pouvoir accompagner. Il y a eu dans la protection la confection des masques. Et je veux remercier ici l'ensemble des bénévoles qui se sont engagés pour accompagner cette confection de masques, des centaines et des centaines de masques qui ont été confectionnés, qui ont été lavés, merci Jessica, avant qu'ils puissent être donnés aux personnes qui devaient en bénéficier. Les personnes qui devaient en bénéficier, nous les avons mises par ordre de priorité, je dirais, et j'y reviendrai tout à l'heure. Les premiers masques, d'ailleurs, ont été diffusés aux personnes les plus fragiles via la police municipale. Nous sommes maintenant dans une diffusion à nos aînés et à tous ceux qui peuvent présenter des situations de risque sur lesquelles il convient d'intervenir. Nous avons, au titre de la protection aussi, diffusé de nombreux masques, de nombreux équipements de protection auprès des établissements et auprès des soignants. On a vu, et ce n'est pas propre à notre territoire, une détresse des soignants à l'échelle de notre pays, une détresse des soignants qui n'étaient pas équipés et qui devaient être au contact de la maladie. Nous avons ici souhaité réagir vite en mutualisant les moyens autour de nous, en achetant aussi, avec notre budget, des masques qui ont ensuite été mis à disposition de ceux qui devaient être les plus rapidement protégés. C'est pour des masques, du gel hydroalcoolique et des solutions hydroalcooliques, des gants, des surblouses, des surchaussures. Voilà l'essentiel de ce que nous avons apporté avec nos services auprès de ces soignants et de ceux qui devaient en bénéficier. Nous avons aussi, au titre de la protection, accompagné la mise en place du drive de prélèvement. Alors, tout est drive aujourd'hui, de ce lieu de prélèvement depuis les véhicules qui est opéré par SYNLAB, le laboratoire installé à Moutier, mais sur lequel nous avons accompagné la logistique en termes d'occupation sur la voirie,
et en termes de moyens mis à disposition pour recevoir les équipements et le lieu refuge des préleveurs qui sont sur l'espace public. Voilà sur le terme de la protection. Au chapitre de l'économie, qui est un autre sujet très important et majeur sur le territoire, nous avons mis d'abord en place le marché au gymnase d'Arnaud. C'est une décision qui a parfois été contestée, au moins au début, parce qu'elle n'était pas forcément comprise. Je dois pouvoir dire aujourd'hui que nous ne la regrettons pas de ce qu'elle a apporté de solutions sur les circuits courts, sur la consommation locale et sur le soutien aux producteurs. C'est pour ça que j'en parle au titre de l'économie. Les consommateurs locaux ont apprécié cette solution, certes adaptée, mais en tout cas, solution qui a permis de ne pas être dans une rupture totale du service qu'il convenait d'apporter et du soutien qu'il fallait apporter aux producteurs. On ne peut pas crier haut et fort des valeurs de circuit court et de production locale et ne pas se donner les moyens de permettre à ceux qui animent, à ceux qui en sont les acteurs, eh bien d'exercer tout simplement leur métier et aux consommateurs de pouvoir consommer intelligent et localement. Sur l'économie, nous avons été une courroie de transmission aussi de ce qui est mis en œuvre avec la région pour accompagner les acteurs de l'économie qui rencontrent des difficultés. Il y a un numéro que je vais rappeler là parce qu'il est simple à retenir, 0805 38 38 69, qui est une plateforme avec des personnes derrière qui permet de répondre, d'entendre d'abord les situations et de répondre avec une batterie de dispositifs d'accompagnement auprès des entreprises, des porteurs de projets qui sont en difficulté. Tout ça, naturellement, en lien avec les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'État. Et enfin, toujours sur l'économie, nous avons mis en place une écoute, là encore bienveillante, de nos acteurs de l'économie locale pour accompagner des réouvertures, faciliter l'accès à des dispositifs de protection et accompagner lorsque les situations étaient difficiles pour mettre en contact, pour porter à un moment donné un projet. Nous avons aussi auprès des services de l'État poursuivi les messages qui sont les nôtres, qui sont ceux d'un bourg-centre qui travaille son attractivité et qui se retrouve fauché en plein vol par une épidémie. Nous avons donc continué de poursuivre les projets, les parcours sur lesquels nous sommes engagés. Et je pense ici à vous citer par exemple la zone de revitalisation rurale qui se trouve prolongée jusqu'au 31 décembre plutôt qu'au 30 juin prochain. Et ça nous permet là de continuer de travailler avec un certain nombre de projets qui étaient identifiés pour notre commune et qui auraient pu être mis à mal dans cette période difficile. Et bien là, nous avons pu continuer de travailler avec les porteurs de projets. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Ça n'est pas exhaustif, bien sûr, mais ce que je souhaitais vous partager de ce que nous avons mis en œuvre, de la manière avec laquelle nous avons, services et élus, orienté les actions de la collectivité sur notre territoire et sur notre commune. Est-ce que sur cette partie de présentation, vous avez des interventions, des remarques ou des questions que vous souhaitez poser avant que je n'en vienne aux actions qui vont être mises en œuvre en prévision et dans l'accompagnement du déconfinement? Il n'y a rien dans le chat, c'est bon? Bon. Comme il n'y a rien dans le chat, je vous propose donc de poursuivre pour évoquer maintenant les actions, les décisions, les orientations qui se mettent en œuvre dans la phase du déconfinement et pour assurer une forme de reprise, parce qu'il serait prétentieux et ambitieux de penser que le 11 mai, tout se remet en ordre. Quelques points. D'abord,
concernant notre collectivité, notre maison ici, la mairie. Nous allons avoir une reprise des missions sur les titres, pièces d'identité, passeports, à partir du 11 mai. Alors, on ne sera pas dans un fonctionnement normal à compter du 11 mai, parce qu'il nous faut maintenant récupérer les rendez-vous qui n'ont pas pu se tenir sur la période du 17 mars au 11 mai. Et donc, nous avons 2 mois de remise en route de ces services, de délivrance des titres qui auront été réalisés pendant cette période et de remise à niveau. Les premiers rendez-vous pour les titres vont donc pouvoir être sollicités, mais ne seront accordés qu'à compter du 1er juillet prochain. Je le dis aussi au passage, s'il y a des situations très particulières, eh bien, il faut les remonter pour que nous puissions là aussi les traiter. Dans tous les cas, ce service se remet en action à compter du 11 mai prochain. Nous avons, avec Marquis Moon, validé auprès de Denis Simon l'organisation d'ailleurs qui va prévaloir à compter de lundi prochain. Nous allons revisiter l'organisation des services avec une part de télétravail et une part de fonctionnement en présence physique. Tous les services, toutes les missions ne sont pas télétravaillables, évidemment. L'entretien de l'espace public, le contact avec l'usager, le contrôle de police municipale ne peuvent pas être télétravaillables. Et donc, nous allons adapter l'ensemble des missions. Nous allons faciliter le télétravail. Il existait déjà avant le 17 mars dans notre collectivité. Nous allons le regarder pour l'accompagner, le faciliter, mais il ne pourra pas se faire au-delà de ce qui est nécessaire à l'activité même de la collectivité. Et il faudra que dans chacun des services, il y ait toujours une présence physique, peut-être pas de la totalité du service, mais au moins d'un représentant pour que nous puissions répondre de nos missions. C'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement. Nos services techniques sont en activité, entre guillemets, classique depuis le 4 mai, je vous l'ai dit. Nous renforçons le travail avec eux sur les équipements de protection individuelle et sur les procédures métiers qui leur permettent d'être protégés. Le service de l'entretien des locaux, de nos locaux, est évidemment en action. Il l'a été pendant la période du confinement. Il le sera pleinement à partir du 11 mai prochain, avec, là aussi, des protocoles de nettoyage qui sont adaptés, qui ont été organisés en fonction des besoins liés à l'épidémie. Nos chantiers ont déjà repris. Pour certains, ils ne s'étaient pas arrêtés. En tous les cas, à partir du 11 mai, nous allons évidemment pouvoir avoir un suivi plus classique, je dirais, des opérations sur lesquelles nous étions engagés. J'en profite pour le dire, le local qui doit accueillir les aînés de notre commune, les chantiers est bien avancé. Les futurs locaux de la mission locale jeune seront livrés quasiment dans les délais, avec un chantier qui s'est poursuivi tout au long de la période de confinement. Et sur l'éclairage public, le prestataire avec qui nous avons défini un contrat de performance est en cours déjà de travail, de la même manière que les interventions sur l'enrobé et la voirie sont également en cours déjà et se poursuivront naturellement à compter du 11 mai. Du côté des tests et des tests de dépistage virus, nous allons, à compter du 11 mai, être dans un dispositif de test élargi, avec des plages horaires plus importantes et un volume de tests par jour qui va être en surmultiplié. La raison en est simple, c'est une déclinaison directe des choix qui ont été faits et annoncés par le gouvernement, qui sont en incidence ici. Nous allons donc déplacer le lieu des prélèvements, qui se feront désormais sur le parking qui se trouve à l'arrière du collège, ce qui nous permettra de profiter de la rue du Baron du Berger pour avoir une file d'attente et de mise en place vers les tests qui sera plus importante. S'agissant du marché,
À compter du 15 mars, le marché sera réinstallé en extérieur sur la place du marché du 15 mai. Oui, vous avez mal compris, j'ai dit le 15 mai. Il sera de nouveau en extérieur, place du marché, la Saint-Pierre. Nous avons choisi le 15 mai parce que c'est un vendredi et que nous souhaitons commencer avec un marché de taille un peu plus ramassée pour, entre guillemets, se faire la main. Ce sera aussi un marché adapté avec des barriérages, avec des rues qui seront, si elles ne sont pas fermées, en tous les cas resserrées, pour que nous puissions contrôler et limiter la présence sur l'ensemble du marché et où on rappellera toutes les questions d'éducation ou de rappel de ce qui est les règles de bon sens, où nous rappellerons les gestes barrières, la distanciation sociale et tout ce que vous savez très bien pour que ce marché puisse exister, mais qu'il existe dans un cadre respectueux et où on sera en évitement d'une deuxième vague. S'agissant de l'aide aux personnes, nous allons poursuivre et adapter les appels que nous faisons auprès des personnes les plus fragiles. Nous maintiendrons notre vigilance aux situations de fragilité et nous le ferons avec le conseil départemental, avec nos partenaires sociaux classiques et avec une reprise progressive qui sera confirmée dans les jours qui viennent, des dispositifs plus classiques, des Restos du Cœur notamment, et des autres accompagnements. Nous aurons à avoir, avec Ambition Emploi en particulier, un regard très vigilant, adapté des situations de chômage, des situations de RSA et des situations d'urgence sur notre territoire. C'est d'ailleurs pour cela que nous proposerons un abondement de notre caisse d'urgence, notre dispositif d'urgence qui a été créé il y a quelques mois et défini dans notre budget 2020 avec Florence Carpetta et que nous allons donc abonder pour nous permettre de faire face aux situations les plus difficiles auxquelles nous pourrions être confrontés sur notre territoire. J'en profite d'ailleurs pour dire que s'agissant de notre budget communal, nous avons, et j'en remercie Florence et Catherine Trimèche notamment, fait une relecture, un passage au peigne fin des différents postes budgétaires en dépenses et en recettes pour appréhender l'incidence de cette crise sanitaire sur nos finances. Il y a évidemment des dépenses qui seront en moins, mais il y en aura plus de dépenses supplémentaires et des recettes aussi qui se trouveront à un moment minoré, ce qui va nous conduire dans les prochains mois, dès lors que notre conseil municipal sera installé, à soumettre une décision modificative qui permettra de prendre en compte l'évolution de ces postes de dépenses et de recettes. Florence Carpetta a d'ores et déjà identifié les points sur lesquels il conviendra d'intervenir. S'agissant maintenant des masques, je sais que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de questions et beaucoup d'attention portée. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, distribué au public les plus fragiles des masques à domicile. La police municipale a fait cette livraison. Nous avons ensuite, et c'est encore le cas aujourd'hui, apporté des masques, toujours des masques d'ailleurs réalisés par nos bénévoles locaux, des masques auprès de nos aînés. Et on a fait ça dans un ordre d'âge pour donner des priorités, en invitant à venir récupérer les masques ici auprès de l'accueil, ou, pour ceux qui le souhaitent, nous les livrons à domicile, là encore, avec les volontaires qui sont identifiés sur notre territoire et ceux qui sont faits connaître. Nous continuons de la distribution, comme je vous l'ai dit, auprès de situations particulières, de besoins qui sont identifiés, de personnes qu'il faut protéger. Et tout cela se fait, là encore, avec nos masques fabriqués localement par les bénévoles. Nous allons recevoir, dans les jours qui viennent, la dotation de masques de la région, puisque, vous l'avez entendu, la région a fait le choix d'équiper chaque habitant du territoire d'un masque
lavables, réutilisables, fabriqués d'ailleurs en territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, et avec un agrément de la Direction générale de l'armement, puisque c'est de ce côté-là que les agréments sur ce type d'équipement se font. Nous allons en recevoir 4000 à peu près par cette livraison de la région, et nous serons d'ailleurs, Moutier, le point de confluence de l'ensemble du territoire de Tarentaise, puisque toute la dotation à destination des communes de Tarentaise sera livrée ici à Moutier. Parallèlement, nous avons commandé, dans le cadre de la plateforme mutualisée organisée par le département de la Savoie, 5000 masques complémentaires qui seront, vous l'avez vu, financés pour partie par le dispositif de l'État et qui, je le souhaite, devraient être aussi financés pour partie par un reliquat de dispositifs européens sur lequel nous étions bénéficiaires avec l'Assemblée du pays de Tarentaise-Vanoise. C'est donc 4000 plus 5000 qui vont être livrés dans les tout prochains jours. Ces masques-là, nous les distribuerons en porte-à-porte à tous les habitants pour prendre en compte la cellule familiale et donc distribuer le nombre de masques nécessaires à la protection de chacune et chacun dans notre commune. Je vous le dis d'ailleurs au passage, pour ceux d'entre vous qui sont volontaires pour assurer cette distribution en porte-à-porte, je vous remercie de me le faire savoir par message auprès de moi, auprès d'Aurélie ou auprès de Dominique Assier, pour que nous puissions organiser des équipes et bataillons qui feront ce travail de manière très rapide, bien sûr, parce qu'il y aura urgence que de le faire, et adapté selon les formes sur lesquelles nous avons d'ores et déjà travaillé avec nos services pour renforcer l'efficacité aussi des communications que nous pouvons avoir auprès de la population. Le sujet qui est dans notre actualité, c'est la réouverture des écoles. Sujet bigrement important sur lequel j'ai un avis très personnel que je vais vous partager, comme ça au moins ce sera fait. Je pense qu'il est utile, pertinent d'ouvrir nos écoles pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes sur un territoire où on ne peut pas faciliter le décrochage scolaire, il faut plutôt lutter contre le décrochage scolaire. D'autre part, parce qu'il y a ici comme ailleurs un certain nombre d'enfants qui peuvent rencontrer des difficultés de vie rendues difficiles dans la cellule familiale avec le confinement, et pour d'autres, parce que revenir à l'école, c'est aussi retourner à la cantine, et ça permet de retrouver des repas équilibrés, donc c'est aussi une chose importante. Et puis enfin, parce qu'il y a une forme de socialisation qu'il ne faut pas s'interdire dès lors qu'on met en place des conditions sanitaires et de respect des règles désormais en vigueur pour protéger les enfants, les familles et nos agents et les enseignants naturellement. Alors, comment ça va se passer sur cette question des écoles? D'abord, j'ai pris l'initiative de réunir lundi l'ensemble des chefs d'établissement de la commune, c'est-à-dire depuis l'école maternelle jusqu'au lycée, de ressort public, de ressort privé. Tout le monde était autour de la table, en présentiel ou en visio, lundi matin, ce qui nous a permis d'aborder un certain nombre d'aspects liés à la réouverture des écoles. Des sujets très généraux. Comment est-ce qu'on limite les regroupements devant les établissements? Comment est-ce qu'on segmente les cours? Comment est-ce qu'on accompagne les lieux de circulation pour éviter que les enfants se croisent, que ce soit sur l'espace public ou d'ailleurs dans les établissements? Vous voyez, autant de sujets. Comment est-ce qu'on adapte au collège, par exemple, et on le fait avec nos services, le fait de rajouter des points d'eau parce que on se rend compte qu'il n'y en a pas suffisamment dans cette période pour qu'on puisse se laver les mains plusieurs fois par jour. Voilà autant de sujets de portée générale que nous avons pu aborder et sur lesquels nous avons apporté pied à pied des réponses avec nos services, que ce soit la police municipale ou les services techniques sur ces questions de portée générale. Ensuite,
Plus précisément, s'agissant de nos écoles, c'est-à-dire la maternelle et l'élémentaire d'Arantasia, eh bien, nous avons travaillé à du réaménagement de classe pour permettre qu'il y ait 1 mètre entre chaque table et un respect de 4 mètres carrés, en gros, par enfant accueilli. Et donc, ce sont des classes qui ont été réaménagées, des tables qui ont été redistribuées, du mobilier qui a été parfois retiré des classes pour gagner de la place et organisé tel que cela doit être. C'est un restaurant scolaire que nous avons réaménagé parce que nous faisons le choix volontaire, je dirais même déterminé, qu'il faille aller jusque-là. Et donc, il y aura de la restauration scolaire avec notre école. Et nous avons donc réaménagé notre espace de restauration pour permettre l'accueil de manière sécurisée, organisée et dans le respect des règles pour 24 rationnaires sur un service. De la même manière, nous avons travaillé, ça c'était aujourd'hui, sur la question des transports. J'avoue qu'on a un contact privilégié avec la région, ce qui nous a permis de définir dès maintenant les règles avec lesquelles le transport va se mettre en œuvre. Un enfant sur 2, enfin un siège sur 2 dans nos transports. La question des masques a été tranchée. Et un élément très important aussi, qui est les accompagnateurs dans les transports. Et nous sommes, avec nos services, occupés de définir comment nous allons pouvoir avoir un accompagnateur adulte dans chaque transport qui sera mis en œuvre pour rappeler aux enfants quelles sont les règles, pour éviter qu'il y ait aussi des débordements à un moment donné. On peut concevoir qu'il y ait quelques engouements au moment où les enfants vont se retrouver. C'est comme la première fois qu'on ouvre le parc au printemps et que les chèvres retrouvent l'herbe verte. Eh bien, il faut qu'on puisse s'adapter évidemment et contenir un peu ces gestes humains et naturels pour qu'avec bienveillance, on fasse respecter les règles qui sont en vigueur. Les circulations à l'intérieur de nos écoles ont été aussi redéfinies avec les entrées, les sorties, les circulations dans les couloirs. Ça, c'est également mis en œuvre. Et enfin, les protocoles sanitaires ont été redéfinis. Je vais essayer de vous partager d'ailleurs une des fiches protocoles pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Pour voir comment cela fonctionne et ce qui a été donc, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, si vous regardez à l'emplacement où normalement vous voyez ma trombine, eh bien vous devez voir une des fiches protocole. Si vous cliquez dessus, vous l'aurez en écran. Ça vous permet du coup d'identifier ce guide que nous mettons. Là, ici, vous êtes sur, par exemple, le protocole de nettoyage pour l'école primaire, avec, vous le voyez, un bureau de classe, c'est bien comment ça se nettoie, quelle est la procédure, on ouvre les fenêtres, on utilise le produit désinfectant, on utilise tel type de lingette pour pouvoir nettoyer, etc. etc. Bon, c'est un exemple là sur l'école primaire, nous en avons sur les bureaux, nous en avons sur les sanitaires, nous en avons sur la maternelle, c'est différent du primaire, nous en avons sur les circulations et les espaces communs, etc. etc., etc. Donc, c'est ce sujet, vous l'avez là du coup en tête, c'est un document qui a été validé avec notre CHSCT et qui est conforme aux règles du protocole de l'État, les fameux 54 pages décriées, eh bien, c'est en conformité avec cette affaire également. On a donc été, vous voyez, pour balayer l'ensemble des sujets, on a travaillé avec le directeur académique, on a travaillé avec l'inspecteur de l'enseignement primaire. Je crois que nous avons bordé, et en tous les cas, je voudrais être rassurant auprès des familles pour dire que nous n'avons pas la prétention de dire qu'il ne se passera rien, mais nous avons l'assurance d'avoir pris en compte toutes les conditions requises pour que nous puissions assurer la sécurité sanitaire, la protection de l'ensemble de ceux qui seront intéressés par cette question scolaire. Selon les dernières estimations, nous devrions pouvoir ouvrir la semaine prochaine 2 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire. Quand je dis classe, c'est évidemment sur des volumes plus limités que les classes qui sont ouvertes d'habitude. Et on est plutôt sur une date, je crois, qui a été identifiée par les chefs d'établissement au 14 mai.
Donc, j'ai d'ailleurs une visite technique de tout ce bazar qui est prévue, je crois, mardi, où j'irai me rendre compte personnellement et en votre nom de la manière avec laquelle tout ça a été mis en œuvre et assurer que nous sommes au clair. La concertation et le soutien se poursuit aussi avec les autres établissements de la ville, comme je vous l'ai dit, avec une reprise au collège pour les 6e et les 5e qui est prévue le 18 mai prochain. Et là aussi, la question des transports a été d'ores et déjà pointée et accompagnée. Et nous verrons ensuite, à partir du 2 juin, comment le gouvernement entend prolonger ou pas, élargir ou pas à d'autres classes et peut-être d'autres établissements, je fais référence ici au lycée, la manière avec laquelle cela pourrait se faire. Voilà, s'agissant du scolaire. S'agissant maintenant de l'économie, nous sommes dans une phase où, compte tenu de la situation, il nous appartient et il nous a semblé responsable que de le prévoir, la mise en place d'un plan de relance économique. Mais tout n'est pas question d'argent et il est d'abord question de protection. Donc, nous avons proposé, pour ceux qui le souhaitent, à nos acteurs économiques de la commune et à nos acteurs de service de la commune de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle ici un kit réouverture, c'est-à-dire mise à disposition de masques, de solutions hydroalcooliques et de bandes adhésives, du scotch, quoi, qui permet de marquer la distanciation sociale dans les établissements ou dans les commerces. Ça, c'est ce qui est occupé de se mettre en place, avec une distribution d'ailleurs aux bénéficiaires qui va se faire lundi. Parallèlement à ça, donc, on a travaillé en profondeur avec les services, de manière concertée avec la communauté de communes et avec les élus, les exécutifs sortants de la commune et de la communauté de communes, à des plans de relance. Et je dis des parce que celui de la ville n'est pas celui de la communauté de communes, même si nous les avons à un moment donné concertés. Celui de la ville, sans rentrer dans les détails de chacun des points, il va concerner des allègements sur l'occupation du domaine public, de la même manière qu'il va concerner une incidence sur les loyers, là où nous agissons en qualité de propriétaire. Il va concerner un plan de communication et vous aurez l'occasion de voir dans quelques jours, je voulais encore vous présenter peut-être un truc, vous aurez l'occasion de voir dans quelques jours déjà un premier document qui va apparaître dans la presse locale, qui est ce document qui a pour volonté de valoriser la commune de Moutier et ses acteurs économiques sur la partie haute, vous le voyez, et sur la partie basse, où on met en valeur village-étape, puisque nous sommes, il faut le rappeler, le seul village-étape à ce jour de Savoie-Mont-Blanc, ce qui fait de Moutier une destination à part et qu'il faut que nous valorisions cette labellisation dans les semaines et dans les mois qui viennent. Sur la partie du haut, l'objectif, c'est de dire on privilégie les filières courtes, on consomme en local et donc on se retourne vers les acteurs de notre commune, de Moutier, où on sait qu'il y a de multiples opportunités. Cette communication, vous la verrez déjà le 7, le 14 et le 21 mai prochain dans la Tarentaise Hebdo, et vous la verrez également sur d'autres supports où on va essayer de la valoriser. On va avoir également d'autres communications qui se déclineront dans les semaines qui viennent, avec un principe qui est de dire que les moyens que nous consacrons, il vaut mieux les consacrer à une œuvre collective plutôt que de les consacrer à des œuvres individuelles, parce que les montants que nous pouvons y consacrer sont évidemment relatifs. Autre action du plan de relance,
c'est que, vous le savez, les collectivités, les établissements sont invités à gratifier les agents qui ont été plus directement engagés dans le cadre de la crise sanitaire. Plutôt que de verser une aide sous forme de prime directe et définitive à nos agents, nous allons privilégier du bon d'achat dans les commerces locaux, et ce qui veut dire que toutes les gratifications qui profiteront à nos agents seront consommées en local, et donc elles profiteront aussi à notre tissu local. Ça nous semble une démarche utile. Si on dépense 100 € pour nos agents, ça veut dire qu'on a… C'est comme si nous avions fait profiter 200, 100 à nos agents et 100 à l'économie locale. On donne du pouvoir d'achat, mais ce pouvoir d'achat, il est ici et il n'est pas sur Amazon, par exemple. Voilà. De la même manière, nous allons poursuivre, et j'ai envie de dire même amplifier, les subventions que nous apportons aux investissements de nos acteurs locaux. Alors, quand ils sont fragilisés, ils ne peuvent pas forcément investir, mais on sait aussi que certains auront l'objectif de faire des petits investissements qui pourraient concourir à améliorer l'attractivité de leur établissement. Eh bien, nous serons au rendez-vous avec la région pour contribuer dans ce cadre-là à soutenir leurs investissements. Et enfin, une volonté de relance de l'achat public, donc de notre collectivité, de favoriser cet achat dans le tissu de proximité avec de l'achat local. Et j'ai demandé pour ça que les services, j'ai reçu je crois aujourd'hui, nous identifient les 100 postes de dépenses les plus importants au sein de la collectivité pour qu'on puisse s'assurer que ces 100 postes de dépenses les plus importants soient bien au bénéfice de notre économie locale, d'acteurs de proximité. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, de pouvoir discuter avec ceux qui, en proximité, pourraient assurer ce service ou cette prestation et de voir pourquoi ce n'est pas eux. S'il y a des questions de tarifs, ce sera l'occasion de discuter avec eux. Tout ça dans le respect des règles de la commande publique, mais en privilégiant tout de même nos acteurs locaux, de la même manière que nous verrons s'il est possible de peut-être précipiter quelques dépenses qui étaient prévues afin que ça profite tout de suite localement plutôt que d'attendre. Globalement, ce plan de relance, il a fait un travail aussi avec le bureau de la Fédération des acteurs économiques Active-Vallée de notre territoire. Il a donc un agrément, je dirais, des acteurs économiques après avoir fait ce travail avec eux. Il représente un budget qui est de l'ordre de 80 à 90 000 €. Ça sera affiné et vous aurez l'occasion de le retrouver en détail lorsque nous reviendrons vers vous pour la décision modificative du budget, puisque ça se retrouvera et ce sera porté à ce moment-là. En tous les cas, les acteurs de l'économie devraient en être informés, je crois, à partir de la semaine prochaine, ou en tous les cas dans les tout prochains jours. Les informations vont pouvoir filtrer de ce cadre-là. J'en arrive à la fin, je n'ai pas été exhaustif, on est sur les sujets ici principaux. Je voulais évoquer aussi avec vous les questions de calendrier de nos animations ou de nos grands rendez-vous locaux. Évidemment, tout ce qui était prévu dans la période de confinement a été annulé. Certains projets reportés, d'autres projets qui sans doute sont cuits, je dirais, pour cette année. Ce que l'on a devant nous et qui va être bousculé, ce sont les courses de vélo. Vous avez vu que certaines courses ont été reportées à l'automne. On verra comment ça peut fonctionner. La fête de la musique ne se tiendra pas, évidemment, cette année, le 21 juin. Les rencontres citoyennes sur lesquelles je m'étais engagé avec les colistiers n'ont pas pu se tenir pour l'instant, et ça se tiendra un peu plus tard dans l'année. Les 20 ans du jumelage avec nos amis de Berès, qui étaient prévus en juin prochain, se verront plutôt à la fin août ou début septembre. S'agissant, et je ne suis pas exhaustif de tout ce que nous avons à dire, s'agissant aussi du salon de peinture, 35e du nom cette année dans notre commune, il se tiendra bien, vraisemblablement, du 29 juin au 28 août prochain.
ou 29 août. Il se tiendra bien avec le vernissage qui ne se fera pas au début, mais plutôt avec une clôture et remise des prix qui se fera au moment de la clôture. Voilà. Donc, le 29 août. Voilà. S'agissant de la braderie et à tout le moins du feu d'artifice, le début août, nous l'avons maintenu parce qu'il fallait à un moment donné prendre des réservations. Si nous devons les décaler un peu plus tard dans l'automne, nous le ferons. En tous les cas, à ce stade, nous sommes dans l'idée de maintenir cette braderie et la manifestation y est traditionnellement associée. Les services de la collectivité ont travaillé et travaillent encore sur le recalibrage de la totalité du calendrier des événements et des manifestations. Nous aurons l'occasion de vous le porter à connaissance dès qu'il aura été complètement précisé. J'en suis, pour ainsi dire, à la fin de mon propos. Je voulais, non pas pour la séance d'aujourd'hui, mais plus globalement de la période qui s'est écoulée, et puis aussi un peu par anticipation de la période qui va s'ouvrir, remercier de manière très appuyée les agents de la collectivité qui n'ont pas eu à un seul instant d'évitement dans cette crise, dans cette période difficile, qui ont été au rendez-vous de tous les moments parfois difficiles qui ont été jalonnés, de la préparation aussi de l'ensemble des décisions que nous avons eu à prendre et de l'accompagnement de ces décisions sur le terrain. J'associe à ces remerciements les élus qui ont contribué du côté de la Comcom, du côté de la commune, qui ont contribué dans cette période particulièrement atypique, mais les exécutifs étaient au rendez-vous pour qu'on puisse avoir une continuité de l'action publique, et je les remercie également. Plus largement, au-delà de nos compétences propres, je voulais remercier les services de santé, les services de sécurité qui ont donné de manière incroyable et qui continuent de donner. Remercier aussi les acteurs de l'économie de la première nécessité. Je pense ici à un éventail large, je dirais, qui va depuis le supermarché jusqu'à la collecte des déchets, parce que tous ces acteurs, toutes ces chaînes ont été maintenues. Sans ces chaînes de la vie locale, nous n'aurions pas pu tenir sur une période aussi longue. Ça n'est malheureusement pas terminé, mais merci déjà de ce qui a été mené. Et puis, les volontaires aussi, je les ai évoqués à quelques reprises dans mon propos, ces bénévoles volontaires qui ont accompagné le marché, qui ont accompagné la distribution de masques à nos aînés, qui ont accompagné l'organisation chaque jour et la logistique du centre de prélèvement, enfin voilà, et je sais le travail important, le temps qu'ils y ont consacré, les risques aussi parfois qu'ils prennent pour assurer tout cela, et puis globalement, plus généralement, je dirais, remercier tous ceux qui ont accompagné cette période et qui l'accompagneront encore dans les semaines et les mois hors normes que nous allons continuer de vivre. En disant ça, je voudrais juste préciser un point, c'est que ça n'est pas fini. Le 11 mai, ça n'est pas un retour à la normale, et le déconfinement, ce n'est pas un interrupteur sur lequel on va appuyer et puis considérer que nous sommes de retour comme avant le 16 mars. Ça n'est évidemment pas le cas. Si nous souhaitons être au clair dans cette affaire, il faut bien que nous considérions qu'il n'est ici qu'une étape dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, et que si nous voulons nous en sortir, pas demain, mais si nous voulons nous en sortir durablement, il faut que nous maintenions la vigilance et la lutte. Je ne suis pas dans les propos guerriers du président de la République, parce que je ne rejoins pas tout à fait cette approche, mais nous sommes vraiment dans une lutte, en revanche, avec cette maladie. Et donc, il faut qu'on maintienne la vigilance avec tous les protocoles qui ont été connus, avec toutes les règles de gestes barrières et de distanciation que l'on va encore rappeler dans les jours et les semaines qui viennent, se préparer à ne pas rentrer dans une deuxième vague, mais tout en se préparant quand même, parce que la première a été dure. Si nous devions être confrontés à une deuxième, elle serait bien plus dure encore que la première. Donc, faisons tout pour ne pas faire remonter le nombre de malades, faisons tout
pour organiser autour de nous des messages de vigilance, des messages d'hygiène aussi, et vous le savez tous ici, mais je me plais quand même à le rappeler, le geste le plus efficace est le geste primaire, qui est celui de notre éducation à chacune et à chacun, c'est de se laver les mains avec du savon, et de le faire autant de fois que possible au cours de la journée. Et quand on ne peut pas, c'est la solution hydraulique, mais vraiment, la base de la base, c'est de se laver les mains. Voilà. Et de rappeler aussi que le virus, on ne l'attrape pas en le touchant, on l'attrape en le mettant ensuite dans une zone de contact. La zone de contact, c'est la bouche, les yeux, le nez. Ça, ce sont les portes d'entrée privilégiées à l'intérieur de nos organismes. Vous le savez tous, mais je le redis quand même parce qu'il faut que nous rappelions, que nous communiquions toujours ce message-là. Et puis enfin, puisqu'il faut se préparer, c'est aussi être en vigilance par rapport à la crise économique à laquelle nous allons devoir faire face. Nous connaissons un peu aujourd'hui les contours de cette crise économique et de la manière avec laquelle elle va nous frapper. Elle est et elle sera bien plus difficile que celle de 2008. Soyons donc prêts à l'affronter et à accompagner aussi là tous ceux qui font notre économie du quotidien, mais qui font aussi qu'à un moment donné, nous sommes un pays, nous sommes une collectivité, nous sommes une commune qui tient debout parce qu'il y a une économie qui est associée, et nous ne pouvons pas nous permettre de considérer que ça ne nous regarde pas ou considérer que c'est au 11 mai qu'on tire les traits. C'est certainement pas au 11 mai qu'on tirera les traits sur les aspects économiques, puisque les reports de charges, les reports d'échéances qui ont été mis en œuvre par le gouvernement, et c'est très bien qu'ils aient été mis en œuvre, il faudra bien à un moment donné qu'ils reviennent. L'échéance, ça ne veut pas dire que c'est effacé, ça veut dire que ça reviendra plus tard. Et c'est bien une fois qu'on aura purgé tous les reports qui ont été accordés, c'est bien une fois qu'on aura regardé avec transparence la manière avec laquelle notre économie aura évolué, qu'on pourra considérer qu'on peut tirer les traits et mesurer quelle est réellement la portée de la crise économique que doit traverser notre territoire et que doit traverser notre pays. Voilà, je suis désolé parce que du coup, j'étais le seul à parler. Il n'y a pas eu de questions au fil du propos dans le chat. La parole est évidemment libre et je le redis encore maintenant. Moi, j'en ai terminé et c'est bien le temps de vos questions si vous souhaitez maintenant en poser. Et voilà, tu peux voir. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions ici autour de la table? Oui. Par rapport aux tests qui vont être faits sur la place, c'est à partir de quand il faut s'inscrire? Comment ça va se passer? Alors, les tests qui sont mis en œuvre, on reste dans un dispositif qui est une prescription. Et si la règle devait changer, eh bien, on aura une communication à ce moment-là. Mais pour l'instant, on ne s'inscrit pas pour aller prendre un test. C'est de la prescription médicale par rapport à une stratégie nationale. Vous avez vu, on va monter à 700 000 tests par jour. C'est beaucoup, mais nous sommes plusieurs dizaines de millions dans le pays. Et au rythme de 700 000 par jour, eh bien, il faudra plus qu'une année pour arriver à tester tout le monde. Et on sait aussi que d'ailleurs, certains auront besoin d'être testés plusieurs fois, ce qui est le cas dans nos établissements, par exemple, et je fais référence ici à l'Arbé, notamment, notre EHPAD avec Blanche, où il faudra tester à plusieurs reprises, parce que les tests virologiques qui sont pratiqués actuellement ne sont pas des tests définitifs. D'ailleurs, on n'a pas de certitude sur le sérologique, mais déjà, à minima, on sait que le virologique, donc celui qui est pratiqué, il peut donner un résultat aujourd'hui qui sera différent de celui d'hier et de celui de demain. Donc, là-dessus, il faut que nous ayons une grande prudence. Et c'est pour ça qu'il y a une stratégie nationale déclinée au local pour prioriser les personnes qui doivent être testées. Et donc, du coup, ce sont les médecins, ou en tous les cas les praticiens, qui définissent et qui, sur ordonnance, sur prescription, provoquent le test. Il y a une question de Mme Noguès concernant la date pour l'installation du conseil. Je n'en ai pas à ce jour. J'aimerais pouvoir vous en donner une. Malheureusement, je n'en ai pas. La réponse que nous fait le gouvernement quand on la pose comme vous la posez, c'est de dire rendez-vous le 23 mai et on vous dira comment ça fonctionne. Bon.
Moi, ce que j'ai plaidé, c'est que dès lors qu'on aura déconfiné, le 11 mai, on doit être capable d'organiser une séance d'installation de conseil municipal. Puisque, vous voyez, aujourd'hui, on est 14 ici. Nous pourrions très bien être 25, 27 ou une trentaine, en tous les cas, dans la salle des fêtes, tout en respectant 1 mètre de distance entre les uns et les autres, et avoir recours, naturellement, à nos masques. Bon. Donc, je pense qu'à partir du 11, nous serons un certain nombre à continuer de plaider une installation par anticipation même du 23 mai. Dans le pire des cas, ça sera juste après le 23, et en tous les cas, du moment, ça c'est par contre je peux vous le dire précisément, du moment où le gouvernement considérera que nous sommes le 16 mars au regard de nos institutions, c'est-à-dire qu'on constate que l'élection est aboutie, eh bien, nous aurons entre 5 et 10 jours pour installer le conseil municipal. Et qu'à l'issue de cette installation, nous pourrons installer ensuite le conseil communautaire. Donc, avec un peu d'optimisme, on va dire, raisonnable, on pourrait considérer que dans les 5 à 10 jours après le 23 mai, nous soyons en capacité d'installer le conseil municipal et que dans la première quinzaine de juin, nous soyons en capacité d'installer le conseil communautaire. La date du 7 juin, l'article sur Figaro, sur le point, c'est... Non, alors, il se dit des tas de choses. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui est dit par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Quelles sont les autres questions? Martine. Au niveau école, Oui. tous les enfants vont pouvoir reprendre. Alors, il y a assez de classes. Je vois juste un coup. Au niveau école, est-ce qu'il y a assez de place? Demande Martine Ochala. Les choses se font dans un ordre. Et ce que j'ai dit à un média cet après-midi, c'est que ouvrir une école, c'est la communion de 3 facteurs. C'est une mairie, une commune, qui met à disposition des locaux et des moyens pour assurer la protection sanitaire. C'est l'éducation nationale qui met face, en tous les cas, dans les classes, qui met des enseignants, et ce sont des familles qui confient leurs enfants. Et je dis d'ailleurs au passage, pour juste éclairer l'actualité, que les seuls qui ont aujourd'hui la liberté de choisir, ce sont les familles. Donc, une fois qu'on a dit ça, nous avons eu des échanges avec l'Éducation nationale, à plusieurs strates, que les familles ont été sollicitées pour savoir si elles souhaitaient mettre leur enfant, voilà. Que parallèlement, l'Éducation nationale a regardé quels étaient les enseignants qui pouvaient être mis dans les classes, et nous avons regardé ce qu'on était en capacité de proposer. De ce que je sais à aujourd'hui, c'est que, au moins du côté maternel, nous avons pu répondre à tous les besoins qui étaient sollicités par les familles. Nous allons pouvoir répondre à tous les besoins sollicités par les familles. Si d'aventure, il n'y avait pas assez de conditions pour recevoir tous les enfants qui sollicitent, toutes les familles qui sollicitent la scolarité, il y a des priorités qui ont été définies. La priorité numéro 1, comme toujours, ce sont les enfants de soignants et de personnel de sécurité. Deuxième priorité, les enfants qui présentent des signes d'un retour à l'école nécessaire. Présence d'une forme de handicap, présence d'un décrochage scolaire, voilà, différents sujets qui peuvent être comme ça générateurs. Et puis, les enfants d'enseignants, puisqu'on ne peut pas demander aux enseignants de faire la classe et en même temps de garder leurs enfants. Bon, voilà la manière avec laquelle les priorités seraient traitées. Et aujourd'hui, on doit être en mesure de pouvoir répondre.
Alors, je vois, Daniel, que tu as posé une question sur le nombre d'élèves retenus pour la rentrée du 12 mai et comment la priorité sera donnée. Alors, je crois que je viens de répondre, en fait. Je précise simplement que le choix de rentrée qui a été identifié par les directeurs est plutôt au 14 mai. Ça restera à être précisé, mais je crois qu'elle est plutôt au 14 mai. Et comment l'information sera faite aux parents? Eh bien, il y a un lien direct qui se fait entre les directeurs d'établissement et les parents. Et ça me donne d'ailleurs l'occasion de vous dire que j'avais proposé, ça n'a pas été retenu, mais j'avais proposé pour faciliter le contact avec chacun et puis pour permettre de rassurer aussi un maximum, que nous mettions en place une cellule que j'appelais cellule scolaire au sein de la collectivité, de manière concertée avec l'éducation nationale, pour téléphoner à chaque famille, pour avoir un échange facilité. On sait que sur notre territoire, toutes les familles n'ont pas le même accès à l'outil Internet, à la compréhension même d'un courrier qui peut leur être envoyé ou d'un courriel qui peut leur être envoyé. Et donc, j'avais fait cette proposition. Elle n'a pas été activée. Les chefs d'établissement n'ont pas souhaité, en tous les cas, n'ont pas marqué leur volonté que ça se fasse. En tous les cas, sachez que nous avons proposé cette solution et que je continue d'être volontaire pour faciliter le lien. Voilà. Vous savez, les écoles, ça concerne les communes, mais ça concerne l'éducation nationale. Moi, je ne veux pas aller marcher sur leur plate-bande. S'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin, ils font avec les moyens qu'ils ont eux-mêmes identifiés. Voilà. Ce que je souhaite en revanche, c'est que nous ayons de la concertation et de la concertation efficace et qu'il n'y ait pas des initiatives qui partent sans être concertées. Voilà. Ça, c'est dommage, en revanche, quand ça existe. Un dernier élément aussi sur le scolaire. Si vous avez lu un peu ce que propose le ministre de l'Éducation nationale, il y a une disposition qui s'appelle 2S2C. Ça veut dire sport, santé, culture, citoyenneté. Et ce 2S2C, c'est proposer aux enfants qui ne seraient pas face à leur professeur, sur des temps qui sont des temps scolaires, mais pas face à un enseignant, de proposer des activités complémentaires correspondant au sport, à la santé, alors au sport sans les sports collectifs de contact, à la santé, à la culture et à la citoyenneté. J'ai identifié sur le territoire de notre commune 5 possibilités de répondre au projet 2S2C. Là aussi, de la même manière, j'en ai fait cette proposition et sur la volonté des chefs d'établissement, eh bien, nous pourrons co-construire cette offre en fonction de créneaux qui apparaîtront utiles pour apporter la réponse. Je crois avoir répondu, Daniel, à cette question donc, sur le scolaire. Akima Dujardin demande si plusieurs masques sont prévus pour les personnes à risque ou avec une maladie chronique. On est dans une volonté, dans un souhait de pouvoir apporter la meilleure réponse à tous les habitants du territoire. Ceux qui se sont fait connaître comme étant en fragilité sont déjà équipés d'un masque. Donc, on pourrait considérer qu'on a déjà apporté un premier masque. Tous les habitants recevront ensuite 1 ou 2 masques de la dotation que nous avons capitalisée. Et s'il y a des besoins supplémentaires qui sont identifiés, eh bien, nous verrons comment nous pouvons y répondre du mieux possible et à proportion, je dirais, comme on dit dans des mariages, de nos facultés respectives, en tous les cas des moyens qu'on est en capacité d'y consacrer. Oui? Par rapport à ta distribution de masques, on n'a pas pu avoir l'aide de la Poste parce qu'on a quand même… Je ne l'ai pas souhaité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on avait différentes campagnes, on était souvent… Je ne l'ai pas… Dans les portes de copropriété. Il y a eu une proposition qui a été faite. Il y a des propositions tarifées qui sont faites. Moi, je souhaite qu'on consacre chaque euro au bénéfice d'une action qu'on a nous-mêmes décidée et qu'on n'a pas pu réaliser par nos propres moyens. Donc, précisément, diffuser et distribuer des masques, on sait le faire par nos propres moyens et on fera un service qui sera d'ailleurs plus complet, je dirais, parce qu'il y a un certain nombre d'informations que je souhaite connaître, que la collectivité souhaite connaître, qu'on va pouvoir adapter à l'occasion
de la distribution des masques. Toutes les copropriétés qui sont aujourd'hui sécurisées. On y rentrera. On y rentrera. Daniel demande quel contrôle extérieur prévu sur l'observation des consignes des barrières sanitaires dans les écoles. Alors, dans les écoles, nous, on n'a pas d'autorité. À l'exception de nos personnels qui y sont, nous allons rappeler les gestes barrières. Je crois pouvoir dire qu'il y a une grande vigilance des chefs d'établissement et donc du coup des enseignants, des représentants d'éducation nationale pour faire respecter les règles à l'intérieur des établissements. De la même manière que je vois eh bien dans pile 24 heures demain, l'ensemble de nos agents qui interviendront dans les écoles pour leur rappeler les règles des gestes barrières naturellement, mais les précautions très particulières que nous devons avoir dans les établissements. Maintenant, si ta question, Daniel, elle concerne aussi le contrôle autour des établissements, eh bien, la police municipale, qui a fait un travail remarquable, je l'ai dit déjà sur cette période, eh bien, va poursuivre son travail sur les extérieurs des établissements pour que nous n'ayons pas des familles qui, à un moment donné, seraient tentées de tailler la bavette pendant la moitié de la matinée sans respect des règles sanitaires. Et là, notre police sera là pour rappeler à l'ordre et la brigade territoriale aussi. On a réuni par 2 fois la commission locale de sécurité, j'ai oublié de le dire, dans cette période de confinement, pour concerter et adapter la réponse sanitaire et sécuritaire sur l'ensemble du territoire. Et donc, je sais pouvoir compter sur la brigade territoriale aux côtés de notre police municipale pour verbaliser si cela est nécessaire, comme ça a été le cas déjà à de plusieurs reprises. Les encadrants scolaires auront-ils des masques provenant du milieu scolaire? Alors, la question n'étant pas précise, je vais apporter une réponse qui ira un peu plus loin. Les encadrants de l'éducation nationale seront équipés par l'éducation nationale. S'agissant de nos agents, nous avons une dotation de masques pour l'ensemble de nos agents. Et pour être complet, j'ai dit aussi aux chefs d'établissement que ceux de leurs représentants éducation nationale qui n'auraient pas été équipés en masque, eh bien, nous ferions encore l'effort d'aller aussi les équiper. On a tenu, je l'ai dit déjà tout à l'heure, un CHSCT. Nous avons travaillé avec Norkis Moon notamment, et notre DRH, et Laurence Baron, beaucoup, sur les conditions de protection, les conditions de travail de nos agents, de l'ensemble de nos agents. Le CHSCT que nous avons tenu a permis de définir des règles propres à la collectivité, a permis d'entendre les préoccupations de nos agents, et je le dis sans qu'on se cire les pompes, mais on a eu plutôt un salut en forme de remerciement par nos agents de la manière avec laquelle la situation a été prise en main et les réponses ont été apportées. Donc, pour conclure sur votre question, Akima, tous les encadrants du milieu scolaire seront équipés. J'en profite d'ailleurs pour dire que les élèves seront équipés d'une certaine manière, puisque nous allons les équiper comme tout habitant de la ville, mais que dans le cadre scolaire, et en tous les cas, dans la définition de ce que nous dit le ministre de l'Éducation, les petits ne doivent pas porter le masque, les maternels. Ceux qui sont un peu plus âgés, et plus de 6 ans notamment, peuvent le faire si ça leur convient. Les collégiens, c'est obligatoire. À partir du collège, c'est obligatoire. Voilà, pour répondre un peu plus que la question posée sur la manière avec laquelle le masque doit et sera porté dans nos établissements. Je crois, si j'entends ce que vous dites, que nous avons répondu aux questions qui étaient posées.
Est-ce qu'au-delà des questions, il y a des expressions que vous souhaitez faire à l'occasion de cette réunion? On peut vous donner la parole, hein, même en distanciel, sans problème. Est-ce qu'il y a des expressions attendues autour de la table? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des expressions souhaitées en distanciel? Je n'en vois. Ah ben voilà, Noir qui se moune. Est-ce que vous pouvez déverrouiller Noir, s'il vous plaît? Et l'épingler. Vous le déverrouillez et vous l'épinglez. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci pour l'ensemble de ces explications. Simplement, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit. En effet, la situation sanitaire est grave, la situation économique également. Aujourd'hui, alors on l'a évoqué en bureau communautaire, il y a de ça, c'était hier, je crois. Plusieurs dispositifs sont en train d'être installés pour sauver les entreprises, pour sauver les emplois, parce que c'est ça dont il s'agit en réalité. On a une économie qui est fortement impactée par la crise de la Covid et il va falloir la redémarrer au mieux. Les collectivités doivent être au rendez-vous. Alors, il y a des plans d'urgence qui répondent, comme leur nom l'indique, à l'urgence, c'est-à-dire tout de suite. Et puis, il y a des plans qui vont devoir être élaborés et qui répondront à un besoin plus moyen terme. Et sans doute à l'automne, nous devrons être amenés, nous, la communauté de communes et les autres collectivités locales, en accompagnement des aides de l'État et de la région, on sera amenés à délibérer là aussi sur des dispositifs, là encore, pour permettre à notre économie locale de rebondir et de ne pas trop détruire d'emplois, parce que, comme tous autour de cette table, autour de ce chat, mais aussi en France, on est très, très, très inquiet de ce qui se profile. Il faut que les collectivités locales soient au rendez-vous. Voilà. Merci Noir. Est-ce qu'il y a d'autres expressions souhaitées? Je n'en vois pas. Écoutez, il me reste à vous remercier de cette rencontre. Nous restons collectivement à la disposition de ceux qui souhaitent des informations. Je crois vous avoir partagé en transparence la manière avec laquelle nous avons travaillé au quotidien. Chaque journée a été bien remplie, vous pouvez le voir. Et vous êtes informés donc de ce qui va transpirer dans les jours à venir sur les aspects du déconfinement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à la technique qui a tenu. Tout a fonctionné.